Bonjour et bienvenue sur le podcast Entreprendre à l'étranger. Je suis Alim Derès, entrepreneur dans le digital depuis plus de 10 ans maintenant. Dans ce podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs ayant décidé de créer leur business hors de leur pays d'origine. Je vous laisse avec l'invité du jour, je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à bientôt. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bonjour à Yann Lé. Merci d'être là, merci de me donner de ton temps. Avant de faire comme à mon habitude, c'est-à-dire de t'introduire et de te laisser te présenter, je vais juste faire une petite aparté parce qu'en fait aujourd'hui on va enregistrer et diffuser dans le dans le cadre d'une émission radio, c'est-à-dire que en fait vous ne verrez pas le visage de mon invité, même pas sur le visuel. Donc on est vraiment dans l'esprit de la radio qui, à mon sens et au sens de mon invité Diane Lay, et aussi l'esprit du podcast. Voilà, donc l'aparté étant faite, Diane Lay, bonsoir et merci d'être là. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant que je commence à te poser toutes les questions? Nickel, très bien. Bonsoir. Franchement, merci beaucoup d'avoir pensé à moi et de m'inviter. C'est super sympa. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on échange sur LinkedIn. Et quand tu m'as proposé de passer sur le podcast, alors là, je me suis dit, alors là, ça c'est fort ça. Et franchement, je suis super content que tu m'aies invité et on va bien s'amuser. Hein. Et je dirais, salut Sydney, quoi. Hein. Exactement. On s'est compris, quoi. On s'est compris. Merci. Écoute, merci. Je te remercie encore d'être là. Alors toi, tu as un parcours que je trouve assez marrant, c'est que tu es actuellement en France parce que tu es contraint d'être en France, parce que toi, aujourd'hui, tu entreprends où sinon? Alors, écoute, moi je suis basé en Algérie, d'accord? Je suis basé à Alger, là-bas, donc j'ai une agence d'accompagnement marketing et commercial pour les TPE-PME industrielles algériennes. Euh, et j'anime aussi le podcast Industrial Algeria, où j'interviewe les dirigeants de TPE-PME industriels, un petit peu sur leur parcours, un petit peu sur leur vision de l'industrie algérienne. Et franchement, c'est sympa. Et donc, ça fait depuis le 14 janvier 2014 exactement que je suis en Algérie. Ça veut dire 7 ans. 7 ans. C'est, mais tu sais, il y a quelques jours, j'avais partagé l'un de tes posts où je disais en fait, dans le monde du podcast, il y a deux choses dont on parle très peu. Un, c'est l'Algérie. Deux, c'est le milieu industriel. Parce qu'à chaque fois, donc, on parle des grandes villes Ouais. de la tech, et on parle donc de la tech, mais rarement de l'industrie et d'Afrique. Donc, ouais, moi, c'est aussi ce qui m'a attiré sur ton profil, dans ton parcours. Euh, donc, tu me dis l'Algérie depuis 2014, mais avant l'Algérie, comment dire, t'as fait quoi? Tu faisais quoi? T'étais basé où? Ok, écoute, je vais faire une petite biographie de moi, rapide. Et je crois que tu vas aimer justement parce que, tu sais, quand je fais un petit bilan de ma vie, je pense que à la base, tu vois, j'étais sûrement destiné à être globetrotter et entrepreneur à l'étranger, tu vois. Donc à la base, je suis né en France, à Marseille. Tu es de Marseille, je pense, non? Là, actuellement, je suis à Marseille. J'enregistre depuis Marseille. Donc, écoute, D'accord. le monde est petit. Ouais, tu vois que Le monde est très petit. Ouais. Donc je suis né en France, à Marseille. J'ai fait la petite enfance en Floride, figure-toi, parce j'avais suivi, enfin ma mère et moi, nous avions suivi mon père, qui est décédé depuis, et il faisait ses études en Floride, des études d'aéronautique. D'accord. Puis je suis arrivé à Djibouti, qui est mon pays d'origine, où j'ai fait ma primaire. Donc, mon père, forcément, après ses études, on lui a demandé, mon ami, il faut venir au pays, il faut aider le pays à se développer. Donc, tu vas revenir au pays. Et je suis parti là-bas. Et j'ai fait toute ma primaire là-bas. Bon, ensuite, j'arrive en France à 11 ans. Et je reviens en France à 11 ans, et à Bordeaux exactement, tu vois, où j'y effectue le reste de ma scolarité, collège, lycée, fac. Donc j'y reste 14 ans, tu vois, à Bordeaux. Et ensuite, je monte sur l'île, tu vois, on déménage, ma mère et moi, pour des raisons personnelles. Et entre-temps, j'ai pas mal voyagé, figure-toi. Donc j'ai fait l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne, où j'ai fait une année Erasmus. Et le Caire aussi, j'ai fait, le Berlin.
Donc, j'ai pas mal voyagé. Donc, tout ça pour te dire que je crois que j'étais destiné justement à beaucoup voyager et à entreprendre à l'étranger. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien être dans ton podcast parce que je crois que j'étais destiné à ça, c'est ce que je disais. C'est vraiment Ah non, ça. mais c'est carrément, tu vois, comment dire, tu coches toutes les cases. Tu Ah coches ouais, toutes non, les mais cases exactement, du exactement. podcast. Et donc à Lille, qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive, on est en 2009, hein, donc on déménage à Lille. Et à Lille, j'ai du mal à trouver du taf, figure-toi, parce que ben, moi, je venais de finir mes études, 2008. 2008, crise des subprimes. Et ben, pour trouver du taf pour un marketeur junior, franchement, pour moi, c'était difficile. Et j'ai bifurqué, du coup, par les centres d'appel. Mais franchement, c'était une superbe expérience. J'ai vraiment kiffé cette expérience. C'était même, je dirais en anglais, beyond my expectations. J'ai réappris le marketing, j'ai redécouvert. Et en fait, c'était, si tu veux, pour moi, une introduction à ce qui allait m'attendre. Tu sais, quand je fais le bilan, je me rends compte que, euh, tu sais, comme tu sais, quand on fait les études, tu fais une école de commerce, parce que moi j'ai fait l'IAE de Bordeaux. Bon, c'est pas une école de commerce, mais ils appellent ça une école de commerce universitaire. On te D'accord, ouais. rabâche que, ben, écoute, tu vas être, je sais pas moi, chef de produit, chef de marque, chargé d'études, chef d'études, bref, chef, quoi. Alors que, en fait, on t'apprend de la théorie. Et quand tu arrives sur le terrain, ben, déjà, on te fait comprendre que ben, tu ne sais pas faire grand-chose. Et, mais tu te rends compte réellement sur le terrain que mais le marketing, tel qu'on te l'a enseigné, et ce que tu vois au quotidien, en fait, ça n'a rien à voir. Et même, je dirais même plus, on ne t'apprend pas quel est l'objectif final véritablement du marketing, tu vois, qui est ben, tout simplement ben, faire des ventes, satisfaire des clients, le customer journey, la satisfaction à 100% du client, etc., etc. Que les centres d'appel, que à la base, ben, tu sais, moi, je fais un master 2 en marketing, tomber dans les centres d'appel, tu peux comprendre aisément que ça touche un petit peu l'ego, tu vois. T'es pas destiné pour. Comment Ben dire, non, ouais, t'as pas fait 5 ans d'études pour en arriver là. Après, c'est comment dire, t'as tout compris. sans vouloir taper sur les gens qui sont dans les Ben, centres d'appel. c'est ça. Mais franchement, c'était une leçon d'humilité, mais à un point, tu ne peux même pas l'imaginer. C'est pour ça que je dis que pour moi, c'était une superbe expérience, parce que premièrement, j'étais au contact direct avec le client, puisque j'étais au téléphone avec lui, et je me rendais compte que, en fait, c'est ça le travail. Et tu sais, j'ai fait quand même des belles boîtes, mine de rien. Tu vois, Acticall, qui est devenu Citel Acticall depuis, le groupe Citel. C'est tel que je connais très bien. Voilà, et qui a une vision du marketing et de la relation clientèle qui est, pour moi, vraiment énorme. Les gars, ils ont compris que le centre d'appel peut tout à fait prendre en considération le customer journey de A à Z, de l'étude de marché jusqu'au service client et au service technique, etc., etc. Et bien évidemment, en passant par la prospection, la vente, etc. Franchement, j'ai trouvé ça mais top, quoi. Après, je suis passé par booking.com aussi, tu vois, la Redoute. Et donc, cet épisode des centres d'appel, en fait, m'a forgé. Déjà, ça m'a rendu plus humble, mais ça m'a aussi appris que le marketing, ben, c'est le client, c'est vraiment être au contact du client, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment top. Et Par la ça, suite, tu le fais pendant combien de temps? je l'ai fait pendant, donc j'arrive à Lille, donc 2009, ouais, je l'ai fait 2 ans et demi, 3 ans, tu vois, presque. D'accord. Ok. Tu vois. Ouais, non, ouais, c'est pas comment dire, ouais, c'est pas une expérience, c'est pas une très courte expérience, quoi. Non, c'est pas une très grande expérience, c'est vrai, mais Non, sachez. j'ai même dit, non, j'ai dit très courte parce que 2 ans et demi, 3 ans, tu commences ouais, à maîtriser le sujet. Oui, bah, forcément. Et tu sais, à un moment donné, j'ai même fait une formation de superviseur en centre d'appel parce que je voulais, pourquoi pas, percer là-dedans. Parce que je trouvais que, franchement, que déjà, il y avait du taf, mais aussi, j'ai trouvé que finalement, ça pouvait être en lien avec le marketing. Et c'était en lien avec le marketing en réalité, tu vois. Mm. Mais après, bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Enfin, j'ai fait la formation, mais après, j'ai pas continué. Ensuite, j'essaie de me lancer. Justement, c'est ce que je te disais en off. J'essaie de me lancer en parallèle de Booking.com. J'essaie de racheter une petite pizzeria, mais ça n'a pas fonctionné. Ben, premier échec, tu vois, pas les fonds. Donc, j'ai pas réussi à lever suffisamment de fonds pour faire le travail. Et après, une deuxième expérience d'entrepreneur à Lille, toujours, mais une petite expérience d'auto-entrepreneur en tant que marketeur freelance. Et c'était pas terrible non plus, tu vois. Franchement, j'ai pas fait grand chose.
C'était pour moi un petit échec, mais ça m'a appris quand même pas mal de choses, tu vois. Ça m'a permis de me replonger dans le marketing, etc. Et tout. Donc, c'est un petit peu ça, un petit peu ma biographie avant d'arriver en Algérie. Et après, ben, j'arrive en Algérie et je te raconterai comment je suis arrivé en Algérie. Ouais. Je crois dire, là-dessus, sur l'échec, c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est vrai, comment dire, durant quasiment pendant tous les échanges que j'ai eus avec les différents invités, peu parlent de l'échec comme tu en parles là, parce que là, apparemment, l'échec, il est aussi formateur. Donc, bah, après, il y a deux écoles. Tu as ceux qui te disent qu'il ne l'est pas, et tu as ceux qui te disent, en fait, il faut échouer, 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 échouer en permanence. Euh, tu sais, tu peux me dire, en fait, où tu as su identifier ce qui a fait que ta deuxième boîte, donc en tant qu'auto-entrepreneur, ça n'a pas fonctionné? Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Avec le recul, je me rends compte qu'il y avait ben, 3 points. Premier point, je n'avais pas compris l'importance, si tu veux, de prospecter. Tu vois, l'importance de prospecter. Moi, je pensais que voilà, si tu finalement disais ce que tu faisais et que tu montrais, bon, peut-être pas de blanche, mais implicitement, je me suis dit que voilà, ben, j'ai un master 2 en marketing et normalement, les gens vont me faire confiance, tu vois. Ben, non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ça, je pense. C'est rarement si simple. Merci, c'est rarement aussi simple. Parce que c'est ce que je pensais et je dirais que j'avais été un petit peu formaté comme ça, tu vois. Et je me suis dit que, bah, écoute, tu as un master de marketing, normalement, ça travaille ton ethos, tu es là, les gens vont quand même te faire confiance et ça donne une certaine valeur, quoi. Ça te donne une certaine valeur, mais ce n'est pas suffisant, effectivement, pour trouver des clients. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième chose, ben, c'est avoir une offre claire, construite, d'accord, et facilement communicable. Et j'avoue Ouais. que mon offre, en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était, on dirait en algérien, tchouk-tchouka, tu vois. Dans le sens, c'était vraiment n'importe quoi. Et On est tous passés par là. ben ouais, c'est clair. Voilà, on est tous passés par là. Et après, je pense que c'est ton ego qui fait que tu l'assumes ou pas de suite. J'ai Ouais, fait l'erreur de ne pas l'assumer à un moment donné. ouais. Et comment dire, tu perds un temps fou, tu perds une énergie, mais comment dire, tu mets une énergie à faire quelque chose qui n'a aucun sens. Ouais, 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 ouais. Avec le temps, tu te dis, mais j'ai été idiot, mais comme c'est pas possible. Exact, exact. Et mais le pire, c'est que c'est ce que je te disais, c'était difficilement communicable. Moi, maintenant, avec le recul, je me rends compte que mais j'ai galéré à faire comprendre quel était mon métier. Et surtout, qu'est-ce qui va apporter comme valeur. Mais on m'a jamais enseigné comment construire une offre qui soit facilement communicable, qui soit claire, concise et convaincante, etc., etc. Et donc, du coup, J'ai pas fait d'école de commerce. Hein, comment dire, moi, j'ai pas fait l'école de commerce. Je viens de la fac. J'ai un master 2 en communication et vraiment c'était communication orientée, communication institutionnelle. d'accord. On a un gros défaut en France. Et je pense que même dans certains pays, je ne sais pas si c'est que les pays latins ou du pourtour méditerranéen, c'est qu'on ne nous apprend pas deux choses. À vendre, mais Ouais, n'importe quoi. À se vendre soi ou à vendre un produit, un service. Et on ne nous apprend pas à pitcher. ouais, tout à fait, tout à Voilà. fait, tout compris. Et, et ça a été, moi, je le reconnais comme un handicap. C'est-à-dire que pendant longtemps, tout ce que je faisais avait ma gueule. Mais tout. C'est-à-dire que tu regardais une boîte. Et vraiment, si tu mettais 5 boîtes, tu mettais 5 dirigeants de boîte, tu reconnaissais la mienne. Parce que c'était une extrapolation de moi. Et ça a été une connerie. Ouais, 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 Mais il ouais, faut. Après, sur l'offre, nous, on a une anecdote. Comment dire, de toute façon, allez sur les réseaux sociaux. S'il écoute, il se reconnaîtra. J'ai un pote qui est devenu un client là, dernièrement et il est devenu notre client parce qu'il y a à peu près 2-3 mois, on lui pitch ce qu'on fait de nouveau. Et Cyril m'aide beaucoup là-dessus. Il est encore plus à l'aise que moi. Et le type, c'est ce qu'il fait un jour ou deux après. Il va sur l'une de nos publications sur Instagram qui fait ah cool, maintenant je sais ce que vous faites. Ah, tu vois, On aurait pu super mal le prendre. ouais, Et pas du tout en fait. Tu te dis bah pas du tout. Tu te dis pas du tout, bouge pas, je reviens, je vais te signer. pas mal. On est retourné, on a signé.
Donc voilà, mais vraiment, c'est le type, il nous a dit, je ne savais pas ce que vous faisiez. Ben, tu vois, c'est ça. Et je t'assure que ça, c'était pour moi, ben, c'était terrible. Moi, je me rappelle maintenant, tu sais, je me revois encore en train d'essayer d'expliquer pendant 30, 45 minutes, 1 heure ce que je faisais. C'est terrible quand même, c'est terrible. Tu vois, donc pour la vente, c'est nul, quoi. Et troisième autre chose, ben, c'est le branding, encore une fois. L'image de marque, franchement, je l'avais négligée. C'est pour ça que, par exemple, tu vois, mon logo personnel, là, Ouais. Evoli Brother. Moi, j'arrive comme ça, je me vends en tant que Evoli Brother. Ah, va essayer d'expliquer ça à quelqu'un, tu vois. C'est quoi le lien entre Ewali Brother et le marketing? Vas-y, tu peux m'expliquer? En fait, non. C'est juste que je kiffe. J'aimais bien mon logo, il était mignon, tu vois. Africain, ouverture d'esprit, etc. Donc après, j'essaie de broder là-dessus. Et c'est terrible. Tu C'est perds un horrible. temps fou. Tu perds Évidemment, un temps fou. tu perds un temps fou. Et franchement, ces trois choses-là, à ça, tu rajoutes bien évidemment des process, donc des manières de travailler, etc. et tout, que je n'avais pas du tout. Du coup, ben, forcément, ben, tu fais pas long feu, tes prix sont ras les pâquerettes, et à la fin, ben, tu fais pas grand-chose, quoi, tu vois. À la fin, comment dire, tu deviens au départ, tu veux être ton propre patron, et puis à la fin, ouais, tu finis, tu es ton propre esclave. C'est ça, hein. Belle image, ouais, t'as raison, c'est Ah ouais, exact. et puis quand je dis, on est tous passés par là, à un moment donné, ouais, comment dire, faut être humble, faut faire preuve d'humilité et l'avouer, hein. Ouais, ben moi, Euh, je l'avoue, franchement, c'est Voilà, comme mais ça. clairement, il faut l'avouer. Non, mais c'est un discours qu'on entend extrêmement peu. Ben écoute, j'espère que les Extrêmement gens peu. l'écouteront. C'est comme les gens qui te disent, ouais, mais un tel, il a arrêté ses études. Enfin, ouais, il a arrêté ses études. Le type, il était à Harvard. Il y a un niveau quand même. Tu sais, dans ta tête, c'est moi, quand j'entends ça, j'ai envie de dire à la personne, je pense pas que tu es le niveau pour aller à Harvard et te permettre d'échouer tes études pour monter une boîte. Ouais, c'est clair, Il y a un gap entre les deux. c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est Mais le, voilà, comment dire, voilà, comment dire, le type, il a pas arrêté l'école en CM2, donc. ouais, ouais, carrément. Ouais, les gens, ils ont tendance à l'oublier, ça, hein. Mais ouais, mais parce que comment dire, t'as que des boîtes qui de patrons qui te disent c'est que de la success story, mais moi, honnêtement, l'un des podcasts que j'aimerais bien réaliser, c'est mettre que des entrepreneurs, mais même anonymes, tous autour d'une table, autour de micros, et qu'on parle. Tu vas voir, hein, moi j'ai fait l'expérience avec certains, hein, le nombre de dépressifs que tu as. Eh ben, dis donc. Tu te dis, mais si le monde était dirigé par des entrepreneurs, mais Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai, hein, mais l'entrepreneuriat, c'est difficile, hein. Les gens pensent quand c'est que mal fait, ça te rend malade. ouais, tout à fait. Ça te rend malade, mais et surtout quand tu n'es pas prêt pour ça, parce que honnêtement, en toute honnêteté, justement, je pense que c'est une des questions que tu auras. Moi, à la base, je me voyais pas du tout entrepreneur, tu sais. Moi, j'étais formaté pour être, tu sais, voilà, un carriériste, un salarié, tu vois. Moi, je m'attendais à avoir mon poste salarié, voilà, je gagne mon salaire tranquille, je fais mon travail bien comme il faut, etc., tu vois. Mais après, je te raconterai, mais en Algérie, et bon, un petit peu avant, en fait, tu vois, quand je te parlais de auto-entrepreneur et de rachat de petites pizzerias, si tu veux, je l'avais fait en parallèle de mon emploi, d'accord. Mais en Algérie, j'étais obligé de construire tout de A à Z, de zéro, parce que ben, les aléas de la vie ont fait que j'étais obligé de sortir de ma zone de confort. J'étais obligé de me dire, bon, écoute, tu as deux solutions. Soit ben, tu vas aller travailler, mais pour 3 francs 6 sous, soit ben, tu te retrousses les manches et tu crées ta boîte et tu essaies véritablement de valoriser ton expertise et tu essaies de vendre ton expertise, tu vois. Et franchement, c'était difficile. Ah, sérieux, même jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est pas facile, hein. Ah, je vais bien te croire. Et du coup, bah, écoute, on va aller, on a fait le tour sur ce qui t'a amené au marketing. En Algérie, quand tu arrives donc, le 14 janvier 2014, ça se passe comment? Tu arrives en tant que salarié, tu arrives en tant que futur entrepreneur. Quand Très tu bien. arrives, c'est-à-dire que tu as, un plan ou c'est. Ah, est-ce que j'ai un plan? Franchement, je crois que, tu sais, je dis souvent, ce n'est pas moi qui ai choisi l'Algérie, c'est l'Algérie qui m'a choisi. Je Ah bah écoute, t'assure, vas-y, déroule. Halim, mais franchement, si un jour tu m'aurais dit en 2008, 2009 que
je me retrouverais à vivre en Algérie, je t'aurais dit, mais t'es fou, quoi. Qu'est-ce que je vais aller faire dans un pays de désert et de terroristes, tu sais? C'est l'image qu'on en a. Hein? Non, mais c'est fou, non, mais après, non, je comprends, c'est Et je me suis dit, c'est mais l'image qu'on en a, c'est l'image que j'en avais. bien sûr. Et donc, tu sais, au moment où j'étais auto-entrepreneur, ben, c'est là où j'ai commencé à nourrir l'idée d'aller voir ailleurs, quoi, tu vois. Et donc, j'ai voulu quitter la France et aller chercher un emploi plutôt dans les pays du Golfe, l'Égypte, un peu le Maroc, mon pays d'origine, Djibouti, pourquoi pas, tu vois. Mm. Euh, et donc, l'Algérie, c'était pas du tout dans mon plan, mais vraiment pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il y a eu un mailing à quelqu'un, donc une société à qui j'avais acheté des biens, quoi. Fait un mailing et je reçois un email, d'accord, dans ma boîte. Et ben, figure-toi que c'était une offre d'emploi. Je vois l'offre d'emploi, je vois que c'est un titre du genre, je crois, assistant marketing, community manager à l'époque. Attends, juste le coupe. Et toi, à ce moment-là, toi, tu es client de cette société? J'étais client, en fait, j'avais acheté quelque chose D'accord. il y a, je crois qu'avant de recevoir le mail, je crois 2 ans avant, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, ils avaient gardé mon mail, tu vois. Non, mais c'est dingue, comment dire ouais. Après, j'allais dire, c'est dans l'air du temps. C'est de toute façon, tu jettes une bouteille à la mer et puis tu vois ce que ça fait. Mais c'est fou, ouais, que la société envoie une offre d'emploi même à ses anciens clients. Mais franchement, ils ont bien fait. Moi, je trouve que c'était vraiment hyper intelligent de leur part, quoi, tu vois. Et la preuve, parce qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Une offre d'emploi, je vois que ça correspond à mon profil, avec mon expérience, je candidate, le gars, je l'appelle, enfin, en plus, c'était une TPE, tu vois, donc je l'appelle, mais à la base, je ne savais pas que c'était en Algérie. D'accord? Quand je reçois l'offre d'emploi, c'est ça qu'il faut savoir, je ne savais pas que c'était en Algérie. D'accord. Le gars, je pensais qu'il était à Paris, puisque je connaissais la boîte, je savais qu'ils expédiaient depuis Paris. Donc je me dis, bon, ben écoute, tu sais quoi, tant qu'à faire, là pour l'instant, je n'ai pas encore d'offres dans les pays que j'ai visés. Donc, tant qu'à faire, reprendre un emploi de salarié à Paris, le temps de trouver quelque chose d'autre. Et à la fin, le gars, je l'ai au téléphone, on fait un Skype, il me dit, mais tu sais, effectivement, on a nos opérations à Paris, c'est-à-dire on expédie, parce que c'est du e-commerce. Mais nous avons nos bureaux en Algérie, à Alger. Donc nous opérons depuis Alger, avec la magie d'Internet, quoi. Et là, je me dis, vous êtes sérieux là? Et donc je lui dis, bah, écoute, ça pourrait m'intéresser, quoi, et voyons ce qu'on peut faire. Il me dit d'accord, donc quelques semaines après, il regarde donc ma candidature, etc. Et tout, il m'appelle, il me dit écoute, franchement, on aime bien ta candidature, est-ce qu'on peut faire un entretien? On fait un entretien. Quelques temps après, il me dit tu es retenu, maintenant, quand est-ce que tu veux venir? Et là, je te parle, on est en août 2013. Et janvier 2014, je suis à Alger, quoi. D'accord. Donc, ouais, donc tu arrives à Alger en tant que salarié, Exact. par le plus grand des hasards. Et qu'est-ce Ouais. qui fait que tu te retrouves à la tête d'Esprit Marketing? Alors, Et ça donc, se fait rapidement aussi ou pas? Ou non, pas du tout. Pas du D'accord. tout. Ça prend quand même un certain temps. Pourquoi? Parce que donc je suis à Alger, je travaille pour cette boîte 9 mois. Au bout de 9 mois, j'avais deux solutions. Soit je repars en France, parce que j'avais pas d'autre solution, j'avais rien, quand j'avais plus rien. Soit je me dis, écoute, Ayane, tu es déjà à Alger, tu as déjà quand même assez galéré pour déjà te faire une petite place et de comprendre un petit peu la mentalité, et de prendre ta place. En plus, tu as ramené quand même ta famille, puisque j'avais ramené ma femme et mon fils à l'époque. Ok. Et donc je me dis, non, mais je ne vais pas partir comme ça, je ne vais pas encore repartir en mode globetrotter et les ramener avec moi dans mes valises. Non, c'est pas possible. Et là, je me dis, je vais voir ce que je peux faire. Donc qu'est-ce que je fais? Je me mets en mode freelance. Mais comme tu sais, en Algérie, ce statut n'existe pas. Donc je suis en freelance, donc je suis un petit peu en mode au black, quoi, tu vois. Et Ouais. là, je suis obligé quand même plusieurs mois plus tard, et c'est même un client qui est mon client historique, qui me fait comprendre, écoute, il est temps quand même euh, Ouais, de de régler les légaliser papiers, l'activité tu au moins. vois. Voilà, de régler les papiers, il est temps d'officialiser tout ça, parce que tu peux pas rester comme ça, et c'est vrai. Donc du coup, j'étais obligé de créer une structure, une SARL, donc là-bas en Algérie, et comme tu sais, les étrangers, puisque moi je ne suis pas d'origine algérienne, comme tu l'as compris, Ouais. les étrangers, et moi en tant que Français, donc les étrangers ne peuvent pas avoir une structure, c'est-à-dire une société de service, et ils ne peuvent pas être propriétaires à 100%.
Du coup, tu es obligé de créer une structure 51-49. 51% pour l'Algérien. Algérien en local et 49 pour Exactement. l'étranger. D'accord. Exactement. Donc, je crée ça. Et ben après, j'ai créé cette structure. Bon, dans cette structure, à la base, c'était une boîte hybride, si tu veux. Donc, je faisais institut de langue anglaise, donc j'enseignais l'anglais, j'avais mon propre institut, et je faisais agence de marketing. Mais en fait, l'agence de marketing, si tu veux, c'était un petit peu une agence d'auto-intérim en réalité. Et là, je suis retombé, si tu veux, dans le premier écueil. Tu te rappelles, donc dans la petite expérience d'auto-entrepreneur, je me retrouve en fait dans une situation un petit peu similaire. Je n'avais pas une offre claire. Je me suis positionné, si tu veux, comme marketeur à temps partagé. Et grosso modo, je travaillais en entreprise et je me positionnais chez les clients comme ça, tu vois. Donc, je vendais des heures de travail. Et donc, j'ai continué comme ça pendant quelques années et tout. Et c'est là où, justement, petit à petit, je vais vers Esprit Marketing. Puisque Esprit Marketing, si tu veux, le concept d'Esprit Marketing, c'est développé au moment du Covid. D'accord. Ok, ouais, donc ouais, tu fais partie des boîtes qui, à un moment donné, ouais, ont itéré, ont changé voire même de marché ou de branding à ce moment-là. Tu as tout compris. D'accord. Et aujourd'hui, au sein d'Esprit Marketing, qui sont tes clients et quels sont tes services? Donc, mes clients, moi, je vise les TPE et PME industrielles algériennes en B2B. En d'autres termes, ben, tu as des cabinets, tu as des cabinets d'engineering, d'accord, des sociétés d'engineering. Ouais. Tu as des sociétés de fabrication, d'accord, qui sont des sous-traitants de grosses boîtes, par exemple. Donc, en règle générale, c'est ça. En règle générale, c'est ça. Donc, soit c'est de l'engineering, soit c'est de la fabrication. Ça peut être les deux aussi, puisque des fois, j'ai des clients qui font les deux, qui sont des ingénieurs, c'est une boîte d'engineering, et en même Ah ouais. temps, ils font de la fabrication, puisque ben, ils peuvent le faire et ils le font avec plaisir. Donc, je les aide justement dans leur développement commercial. Donc, et je prends en charge, si tu veux, je les prends en charge de A à Z. J'ai créé une méthodologie qui s'appelle la méthode Business Boost et qui est bâtie sur deux piliers, donc la communication et la prospection. Donc, je les aide à créer, si tu veux, leur marque, leur branding. Je les aide à élaborer leurs supports de communication les plus essentiels. Donc, pour moi, j'estime que c'est le site Internet, c'est LinkedIn, d'accord, du Facebook et aussi, bien évidemment, une brochure. Et s'ils ont un catalogue de services, donc par exemple un catalogue de services ou des fiches techniques, s'ils ont des produits, etc. D'accord. D'accord, je comprends mieux. Donc, je les aide à élaborer tous ces supports de communication. Et dès que ces armes de guerre sont prêtes, eh ben, on passe à la prospection. Et là, je les aide à mettre en place, si tu veux, une prospection organisée, une prospection un petit peu comme on fait en Occident. Et je les aide à prospecter sur LinkedIn. Je les coach sur la prospection téléphonique et la prospection par email et la prospection physique également. Tu vois. Et à la fin, ben, on essaye d'analyser les résultats et on optimise ce qui a été fait avant. Entre-temps, je les aide aussi à faire du content marketing, donc rédiger le contenu de leurs posts, de leurs articles de blog, par exemple, etc. Et j'essaie d'optimiser ça si éventuellement ils le souhaitent. Question. Donc, J'ai oui. une question que je pose à tout le monde, autant les étrangers qui entreprennent en France que les Français qui entreprennent à l'étranger. D'accord. Comment se passe le contact justement avec du fait que tu ne sois pas algérien, que tu es arrivé, alors certes il y a 7 ans, mais comment dire, ça reste encore tôt. Comment ça se passe le contact avec les locaux, avec la population, mais aussi avec les entrepreneurs locaux? Alors, ben, le contact avec les locaux, au début, était quand même difficile parce que ben, c'est vrai que les Algériens, à la base, c'est pas un peuple facile. Mais finalement, c'est un peuple qu'aujourd'hui j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. C'est un peuple, si tu veux, qui est très méfiant. Et donc, ils ne font pas rentrer les gens facilement dans leur univers. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, ce qui m'a aidé, premièrement, ben, c'est mon état d'esprit, enfin, c'est ma personnalité, donc extraverti.
j'ai pas de problème à parler avec les gens, etc. On peut sourire, le visage et tout ça. Ensuite, l'arabe, c'est vrai que ça aide beaucoup aussi, hein. Le fait d'avoir, je t'ai dit donc j'étais parti en Égypte, mais j'étais parti en Égypte pour apprendre l'arabe. Donc le fait de connaître l'arabe, même si mon arabe n'était pas non plus terrible à l'époque, il est bien meilleur aujourd'hui, néanmoins, je pouvais faire quelque chose, tu vois, avec ça. Et troisième chose, c'est tout simplement mes compétences. Parce qu'à un moment donné, là-bas, finalement, tes compétences, à mon sens, sont encore mieux valorisées. Certes, c'est vrai que c'est peut-être pas valorisé de manière pécuniaire, d'accord, Ouais. financièrement, mais c'est valorisé humainement. Et donc, dès lors que c'est encore des gens, tu sais, qui aiment, qui aiment les études, qui aiment les gens qui sont éduqués, les gens qui ont fait des efforts dans les études, etc. Et tout, et ils donnent beaucoup de valeur à ça. Et je me suis rendu compte déjà en étant moi-même prof d'anglais, ils ont beaucoup de respect, par exemple, pour le professeur, chose qu'aujourd'hui, malheureusement, en France, ça s'est perdu. Et aussi, ils ont beaucoup de respect pour les gens qui font quelque chose de leurs études. Bref, ils valorisent les gens instruits. D'accord. Et ça, Comment dire, je te le confirme, j'ai les origines algériennes du côté de ma mère. Moi, j'y suis né. Je suis né à Guelmes, exactement, donc dans l'Est. Et il y a quelque chose qui... C'est un peuple qui est éduqué. C'est un ouais, peuple qui est éduqué. S'il y a énormément d'intellectuels qui passent sous les radars parce que très peu médiatisés. exact. Et c'est valorisé, c'est valorisant. C'est quand tu vas dans une ville comme Constantine, Constantine, tu vois la taille de la fac. C'est une ville. Et véritablement, c'est une ville. Quoi. Comment dire, c'est un immense bâtiment en haut d'une colline. Tu la vois, mais à des kilomètres à la ronde. Mais voilà, c'est valorisé. Donc c'est vrai que ce que tu dis est vrai, je le confirme, c'est que lorsque tu arrives en Algérie avec un background intéressant, avec un cursus universitaire intéressant et un savoir-faire, c'est très compliqué de pas percer. Hein. Exact, exact, exact. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et après, bien évidemment, le fait de savoir bien communiquer, ça aide beaucoup. Donc, finalement, c'est une combinaison, hein, c'est une combinaison de facteurs qui a fait que j'ai pu m'installer en Algérie, j'ai pu quand même comprendre la mentalité. Et après, bien évidemment, tu es d'accord avec moi, il faut quand même une grosse dose d'humilité. D'accord. Là, dernièrement, pour mon podcast, j'ai interviewé ce qu'ils appellent un immigré, donc un Algérien de France qui s'est installé récemment, il y a 3-4 ans, il s'est réinstallé en Algérie. Il a créé carrément une société industrielle, donc il produit des luminaires Ok. LED. Et donc d'ailleurs, s'il écoute le podcast, je le salue, donc Miloud Lamraoui. Donc Miloud Lamraoui m'a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Il a dit il faut que les gens, quand ils viennent en Algérie, même les Algériens de France, il ne faut pas qu'ils croient que finalement c'est leur pays. Il faut qu'ils voient l'Algérie comme un pays étranger. Donc, quand on voit l'Algérie comme un pays étranger, mais finalement, on est beaucoup plus humble. Et donc, on est vigilant et on est vigilant par rapport à la culture. On ne fait pas n'importe quoi. Et petit à petit, on essaie de faire son petit nid, son petit bonhomme de chemin, mais en toute humilité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas arrivé avec les gros muscles, je viens de France et voilà quoi. Bon, c'est vrai que ce qui m'a aidé aussi, c'est ma couleur de peau, puisque je suis noir. Ça m'a aidé aussi parce que eux, tu vois, au lieu de me voir, si tu veux, comme quelqu'un qui vient de France, etc., et tout, souvent, ils pensaient que je venais d'Afrique noire, direct. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est le petit unfair advantage, comme dirait l'autre. Mais c'est l'humilité aussi. Il faut être super humble. Il ne faut pas, surtout avec les Algériens, il ne faut vraiment pas commencer à montrer ses muscles ou à montrer que tu es supérieur à eux ou d'une certaine manière. Il y a une approche de la culture, il y a une approche de la culture à avoir, il y a une approche de la mentalité à avoir. Voilà. Il y a une anecdote, quand j'ai vécu au Maroc, j'ai bossé au Maroc et j'ai rencontré un type qui issu d'une famille, mais vraiment d'intellectuels marocains en France, donc de descendants de Marocains en France. Et je te promets, il débarque à Casablanca, le type brillantissime.
mais vraiment brillantissime. Il a un double cursus exceptionnel, type extrêmement jeune, hein, mais comment dire, ingénieur dans le génie civil. Et je me rappelle, je crois qu'on discute ensemble. Je lui dis, mais dans 6 mois, toi, tu es rentré en France. Je suis 6 mois maximum. Et on parle du Maroc, c'est pas l'Algérie. C'est, comment dire, ça peut être plus souple par endroit et ça peut être plus embêtant à d'autres endroits. Il a tenu 4 mois. Pourquoi? Et il m'a dit, bah, en fait, c'est génial le Maroc quand tu viens en vacances. En fait, il avait zappé. Bon, comment dire, il avait zappé tout un pan de sa culture qui était marocaine. Et en fait, il venait en tant que touriste. Et il pensait que, bah, en venant de France, vu qu'il était bien accueilli, puisque c'était un touriste, que lorsqu'il allait s'installer, il allait avoir le même accueil. Ah ouais, comment il s'est mis le doigt dans l'œil, le pas? Je lui ai dit, je lui ai donné 6 mois. Ben, Il est rentré au bout de 4. ah ben, tu vois. Donc c'est. Non, mais voilà, ça, tu le retrouves de partout, hein. Tu le retrouves de partout. Nous, on le retrouve au Portugal. Je ne parle pas super bien le portugais, mais je fais un effort. C'est-à-dire que comment dire, je débarque pas en disant, moi, français, je vais t'apprendre à. Ouais, Ça, faut surtout pas. Ça, c'est la pire des erreurs à faire. Pire des erreurs à faire. exact. Par contre, tu peux croiser des Français au Portugal. Ça fait 7, 8, 10 ans qu'ils sont là. Le mec, oui, c'est te dire bonjour. Ah, ça, c'est grave, ça. Pas plus. Là, ça, Comment c'est dire, des voilà, trucs. comment dire, le type, tu lui demandes pas d'être le plus grand lusophone, le plus grand type lettré du pays, mais fais un effort. Et je t'avoue que là, quand tu arrives dans un pays où la langue est l'arabe, parler l'arabe, c'est un avantage considérable. Tu as fait la moitié du job. Ah, c'est clair. C'est clair. Et en plus, comme je te le disais, j'avais pas le même niveau d'arabe que j'ai aujourd'hui. Mais le fait que déjà tu peux comprendre à peu près ce qu'ils disent et que tu peux placer quelques phrases comme ça, ben, ça passe. Ça passe beaucoup mieux, tu vois. Et ça aide beaucoup. L'une des choses qui nous réunit là pour l'enregistrement, c'est notamment ton podcast. Ouais, Voilà. Moi, j'aime bien discuter avec les gens qui font du podcast. Il y a toujours à apprendre d'autres podcasteurs. Du coup, comment tu te retrouves comment dire, à créer ce podcast et interviewer des industriels? Parce que tu viens ni du monde du podcast, comme moi, et tu viens pas du monde de l'industrie. très bien. Alors, ben, c'est simple, c'est tout simplement du branding. C'est-à-dire qu'en fait, là, tu vois, j'ai pas fait la même erreur. Tu sais, quand j'ai commencé à créer, si tu veux, Esprit Marketing pendant le Covid, Ouais. j'ai pas fait la même erreur que j'avais faite lorsque je m'étais lancé en freelance, tu vois, à ligne. En d'autres termes, bien évidemment, j'avais étudié mon marché, j'avais essayé d'expliquer. Donc là, je suis vraiment reparti dans les fondamentaux du marketing. J'ai bien fait les choses comme il fallait. Et donc, j'ai rédigé, si tu veux, je dirais un sort de brand book, tu vois, un Ouais. wiki, quoi. Et j'ai, en parallèle, écrit quelque chose, un peu, je pourrais dire un content book ou quelque chose, bref, une charte éditoriale, quoi, grosso modo. Et dans cette charte, justement, il y avait les content pillars, il y avait les piliers de contenu. Et un des piliers que j'avais décidé de traiter, c'est justement le retour d'expérience des entrepreneurs industriels. Puisque moi, je me suis positionné, si tu veux, en tant que facilitateur d'affaires, en tant que développeur de business pour les TPE et PME industriels. Et donc, il était clair pour moi qu'il fallait faire entendre la voix, d'une certaine manière, de ces entrepreneurs-là. Surtout que ben, très peu de gens en parlent de ces TPE et PME qui se battent au quotidien. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé comment je pouvais faire ça. Donc, j'avais plusieurs possibilités finalement. Je pouvais rédiger encore et encore des articles sur eux. Je pouvais faire un magazine, je pouvais faire des choses comme ça. Et c'est là où, étant donné que je commence à être fan, je commençais déjà à l'époque à être fan des podcasts et que je trouvais ça super sympa. Et que les Algériens aussi, ben, si tu veux, je ne suis pas le seul à ne pas vouloir se montrer. Même beaucoup d'Algériens n'aiment pas montrer leur visage, n'aiment pas se montrer. Et donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer un podcast? Et pourquoi pas faire entendre leur voix,
faire entendre leur vision de l'industrie algérienne. Et c'était carrément en phase avec mon positionnement. Et je me suis retrouvé à créer Industrial Algeria, qui, là, aujourd'hui, petit à petit, fait un petit peu son bonhomme de chemin. Là, la page LinkedIn, il y a plus de followers sur la page LinkedIn Industrial Algeria que Esprit Marketing, pour te dire. C'est-à-dire que les gens, tu sens que même dans les posts que je fais pour présenter les invités, beaucoup de gens aiment ce podcast parce que ils y trouvent véritablement une autre voie que celle des médias traditionnels. D'accord. Après, je pense que le podcast, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous, on l'a lancé. Donc, avec moi là-dessus, je suis accompagné pour tout ce qui est montage et mixage par Cyril, donc mon associé. Voilà. C'est le fait de... on en parlait, toi et moi, donc avant l'enregistrement, c'est l'image est devenue sacrée. C'est qu'à un moment donné, en fait, il faut qu'on voit ta tête partout. Ouais. Voilà. Moi, la mienne, on la voit de plus en plus. Je t'ai raconté l'anecdote à Lisbonne. Et tu te rends compte que finalement, en fait, ta tête, on ne la connaît pas. On la voit, mais on ne la connaît pas. Aujourd'hui, le podcast, moi, de mon point de vue, c'est devenu un outil, c'est devenu un levier qui est phénoménal et qui est encore très peu exploité. Et ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, il y a très peu de boîtes qui créent du contenu dédié pour le podcast. Ouais, tout à fait. Parce que quand tu compares deux campagnes de communication entre une campagne traditionnelle de l'affichage, du print, du ads ou autre, et le coût de lancement pour un podcast, c'est dérisoire, j'ai envie de te dire. Exactement, exactement. Et ça, c'est une des choses effectivement qui m'a poussé vers ça. C'est finalement, c'est un média simple de production, je dirais. C'est simple à produire, c'est très intéressant, c'est très convivial et on en tire énormément de leçons, de bienfaits, parce que les gens, étant donné qu'il n'y a pas le dictat, si tu veux, de l'image, mais les gens sont beaucoup plus ouverts, vont au fond des choses. Et tu sais, si par exemple tu prends une analyse des médias traditionnels, souvent en marketing, on nous enseignait que la radio, justement, permettait une analyse en profondeur, si tu veux, des sujets. D'accord? Et bien, je retrouve ça dans le podcast. C'est-à-dire que pour moi, j'ai l'impression que le podcast te permet justement de revenir à ce que tu disais en introduction aux basics, donc à la radio, en d'autres termes. Clair. Et tu te rends compte que tu peux aller au fond des choses sans avoir ce dictat, comme je te disais, donc de l'image. Voilà. Tu n'as pas de distraction aussi. Comment dire, quand tu écoutes de la radio, quand tu écoutes un débat à la radio, la seule distraction que tu as, à un moment donné, ça va être la musique. Ça va être la musique qui va entrecouper ça parce que ça dure depuis 2 heures et que tout le monde commence à s'endormir. Mais voilà, le podcast aujourd'hui, moi, je vois ça comme étant un canal qui est beaucoup plus direct. Exact. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu veux regarder une émission à la télé, tu te poses devant ta télé. Quand tu veux lire un bouquin, il te faut le bouquin, le magazine ou autre. Tandis que le podcast, tu l'écoutes, mais n'importe où. Ouais, exactement. Il n'y a pas une pièce chez moi où je n'ai pas écouté de podcast. Je pense qu'il n'y a pas une activité que je fais sur une journée de travail sans écouter de podcast. Exactement. C'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est la même chose. J'écoute le podcast en allant faire les courses. J'écoute un podcast en petit déjeunant, comme à l'époque, nos parents, ils écoutaient la radio pendant qu'ils faisaient la cuisine, par exemple. J'écoute un podcast même en étalant le linge. Par exemple, ce matin, c'était le cas. J'étalais le linge et j'écoutais un podcast sur la productivité, par exemple. Ouais, franchement, le podcast, c'est un média que j'adore et qui m'aide beaucoup. J'apprends beaucoup et qui m'aide. Et finalement, c'est en grand fan du podcast que j'ai fait mon propre podcast aussi, quoi. Non, mais on en est là, moi aussi, c'est pareil. Hein. Je te le cache pas, c'est qu'avec Cyril, on en a parlé. À un moment donné, moi, j'en écoutais peu, puis après, j'ai commencé à en écouter, mais sur tous les sujets, mais vraiment tous les sujets. Si tu verrais ma playlist Google Podcast, elle est incompréhensible. Il doit y avoir 25 sujets différents. Donc, mais voilà, c'est hyper intéressant. Et l'avantage, c'est que tu le consommes comme tu veux. Ouais.
C'est pas uniquement quand tu veux, c'est que tu le consommes comme tu veux. Et d'ailleurs, je voulais rajouter une chose. Est-ce que tu as remarqué que sur le podcast, j'espère que ça va rester comme ça, mais sur le podcast, actuellement, il n'y a pas encore de publicité intempestive. Alors, il y en a pas. Après, tu as des plateformes qui vont te le proposer. Ouais, Voilà, il y a des plateformes, tu prends la plus connue qui est Ocha. ouais. Ocha va te proposer, arriver à un certain nombre d'écoutes, arriver à un certain volume d'écoutes, de monétiser ton écoute, c'est-à-dire de les autoriser à diffuser de la publicité. Par contre, tu vas les autoriser à la diffuser avant le podcast, après le podcast, ou même pendant le podcast. Il y a encore t'as encore cette liberté. Si tu dis oui, non, après, si tu dis non, et voilà, il n'y aura aucune publicité. Hein. Bah, Voilà. écoute, Et si tu dis oui, tu décides en début, au milieu, à la fin. Après, il faut voir ça avec ta médiamétrie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avec les chiffres que tu vas essayer de voir si tu as plus d'audience au début, à la fin, au milieu, et à quel moment, surtout, ça ne va pas gêner tes auditeurs. ah Ah ben, non, tu mais vois, tu m'apprends quelque chose parce que ils vont c'est vrai que venir, moi, ils vont j'utilise. venir. Ouais, Ils vont venir. Après, il y a certains grands du podcast qu'on connaît qui clairement monétisent la publicité, c'est-à-dire sur le net, on parle du coût par clic ou du coût par vue. Là, sur le podcast, aujourd'hui, on parle de coût par auditeur. ouais. Ah ben, tu vois, là, tu viens de m'apprendre quelque chose. Non, mais il commence à avoir, en France, on a un peu de retard là-dessus. Après, on n'a pas des podcasts comme aux États-Unis où il n'y a pas longtemps, j'en avais vu un qui avait sorti une ânerie sur le Covid et il ne s'était pas rendu compte qu'à l'autre bout de son micro, il y avait 11 millions de personnes. Non, Et mais tu vois. il te dit, j'ai oublié. C'est pour lui, en fait, c'est dans sa tête, il est encore dans son grenier, dans sa cave ou dans sa chambre à éditer son podcast. Il te dit, j'ai oublié qu'il y avait 11 millions de personnes. Et il s'excuse, le lendemain, il s'excuse. Pas tant de ce qu'il a dit, c'est la portée de son message. Ouais, ouais, Voilà. Mais par contre, il y a une réelle économie. Il y a une réelle économie. Ce type-là, son podcast, il est filmé, il est diffusé en live. Tu as des annonceurs dans chaque coin de l'image qui est diffusé. Il y a une réelle économie autour du podcast aujourd'hui aux États-Unis. Ça va arriver en France. Après, en France, on a très peu qui l'assument. ouais, c'est vrai On a qu'il y très peu a. qui l'assument aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est. Ben, après, il y aura sûrement un débat, et je pense qu'il est déjà en cours. C'est ben, si je monétise mon podcast, ben, je vais sûrement perdre des followers, des fans, des gens qui écoutaient mon podcast parce que ben, ils n'étaient pas interrompus par la publicité. Ils vont se sentir, certains vont se sentir, si tu veux, je sais pas moi, peut-être lésés, je sais pas. Mais il va sûrement y avoir un débat là-dessus. Il y aura, c'est comme YouTube. Rappelle-toi au début de YouTube. Au début de YouTube, tout le monde adorait YouTube. Aujourd'hui, YouTube, c'est un enfer, quoi. Ouais, c'est infernal. Ben, c'est ce que, en fait, T'en peux plus. j'allais venir à YouTube, justement. Par moment, t'en peux plus. Par moment, t'en peux plus. Et Comment t'imagines? dire, t'as les systèmes pour bloquer les ads, mais ça marche un coup sur deux. Voilà, exact, exact. Donc, Non, c'est infernal et c'est vrai. T'imagines, je sais pas, tu consommes une petite vidéo, mais vraiment simple, de 15-20 minutes, tu as des publicités 2-3 fois. C'est difficile, tu vois, de suivre. Et à la fin, bien évidemment, ils te proposent, ben, si tu le souhaites, ben, tu achètes un abonnement et comme ça, tu n'as plus de publicité. Bah ouais, mais bon, voilà quoi. ça, comment dire ça après, ça c'est un gros, c'est en partie un grand problème. Les gens ne l'ont pas vu, les gens sur YouTube ne l'ont pas vu venir. Ouais, exact, c'est vrai. Sincèrement, je t'invite à regarder les chiffres, le chiffre, comment dire, les chiffres, les bilans de YouTube. Mhm. Je crois qu'ils ont été rentables 2-3 ans depuis le lancement de YouTube. Donc tu es en train de me dire qu'aujourd'hui, ils ne sont pas rentables? Non, YouTube n'est pas rentable. YouTube, ils sont pas rentables. C'est pour ça que tu as autant de pubs. YouTube Waouh. n'est pas rentable. Et là, est-ce qu'il est rentable avec la pub? Et encore, qu'ils rentrent dans leurs frais. À savoir qu'aujourd'hui, l'économie de YouTube, sur l'aspect, tout ce qui est RH, ça leur coûte que dalle. Il y a de moins en moins de monde. D'accord. Il y a de moins en moins de monde.
Par contre, les serveurs, la bande passante, la tech, Exact. les backups et compagnie, ça leur coûte un fric phénoménal. YouTube, depuis son existence, a été rentable 2-3 ans. Eh ben, dis donc, ça, c'est un scoop pour moi. Ben, je ne le savais pas. Voilà. Et aujourd'hui, je ne pense pas que le podcast ne va pas aller là-dessus. Le problème du podcast, ça va être une question de diffusion. C'est le podcast, et aujourd'hui, toi, tu peux l'héberger sur ton site et le diffuser tranquillement. C'est plus compliqué pour une vidéo. Exact. Regarde, tu as certaines plateformes qui t'interdisent d'uploader de la vidéo, si ce n'est de mettre un lien Vimeo, un lien Dailymotion ou un lien YouTube. Exact. Ouais, un embed, ouais. Tout à fait. Et tant qu'on n'aura pas ça sur le podcast, ça ira. Mais non, mais je t'enverrai les chiffres. De YouTube, c'est assez intéressant. Ouais, franchement, je suis très intéressé. Après, c'est pour ça qu'à certains moments, après certaines grosses boîtes de la tech, lésinent sur les frais. Regarde ce qui s'est passé chez OVH. Ouais. Je ne sais pas si tu as vu le rapport sur OVH. Non, je ne l'ai pas vu. Mais tu le lis, tu te dis, c'est une blague. C'est une blague. Tu as l'impression que la sécurité, elle était gérée par des gamins. C'est pas vrai. Tu as les portes coupe-feu qui n'étaient pas fermées. Des rallonges qui partaient des salles des serveurs qui remontaient vers les bureaux. C'est incroyable, quand même, tout ce que tu es en train de dire. Ah non, en fait, non, il est, comment dire, ça, il hésite, ouais, il tire sur la corde de partout. Ils tirent sur la corde de partout pour être rentables quand ils peuvent l'être. Mais Ben, dis donc. quand tu vois ce que ça a donné chez OVH, et ils se sont tapés le luxe d'avoir un deuxième incendie 3 ou 4 jours après. Putain. Ils en ont eu 2. C'est fou. Franchement, tout ce que tu m'apprends là, Ils en ont eu 2. Je tombe des nues, quoi. Eh ben, dis donc. Ok. Bon, mais non, mais comment dire, non, revenons à toi. Du coup, après, moi, j'ai une question pour clôturer le podcast que je pose tout le temps, c'est est-ce que tu t'envisages de rentrer en France, de revenir en France un jour? Je dirais que d'abord, il faudrait que je reparte en Algérie. C'est-à-dire que. Parce que c'est non, mais c'est là aussi, comment dire, il faut que tu expliques cette aventure. Bon, qu'avant du coup, ouais, avant de revenir en France, il faut que tu rentres en Algérie déjà. Et du coup, comment dire, si tu veux, on peut en parler comment dire, de ce qui fait que tu es à Lille. Ouais, ben écoute, pour la petite histoire, déjà, ça fait 1 an et demi que je ne suis pas rentré en Algérie à cause du Covid. C'est-à-dire que j'avais voyagé d'Alger à Djibouti parce que j'avais des affaires personnelles à régler, familiales. Ouais. J'ai voyagé vers Djibouti le 19 février 2020 dernier. D'accord. Et j'étais supposé retourner en Algérie le 18 mars 2020. Qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours plus d'1 an. Ouais, donc là, je te parle en fait de mon voyage. C'est-à-dire à quel moment je me suis retrouvé déjà bloqué hors de l'Algérie. D'accord. Comme je te le disais, ça fait 1 an et demi maintenant que je suis hors d'Alger. Mais à cause du Covid, j'arrive pas à rentrer en Algérie. Tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai dû voyager. Je devais revenir le 18 mars 2020. Et ben, qu'est-ce qui se passe? Boum! Le Covid se généralise un petit peu partout. Fermeture des frontières à Djibouti, fermeture des frontières en Algérie. Le 16 mars, le 17 mars, je devais revenir le 18 mars. Boum! Et là, mon ami, c'est presque le drame. Mais ma femme et mes enfants à Alger, moi bloqué à Djibouti, c'était vraiment pas facile. Et donc, avec aucune possibilité de. Aucune, mais vraiment aucune. En plus, voilà, Djibouti a fermé ses frontières, tous les avions sont arrêtés, l'aéroport est fermé, les avions au sol, mais franchement, c'était difficile. Et en plus, ben, quand je te donne la date 18 mars 2020, ben, rappelle-toi, là, nous sommes carrément au cœur de la première vague. Ouais. Tu vois? Je pense qu'en France, le confinement, c'était le 16 ou le 17, non? Ben voilà, c'est ça, à peu près. Donc du coup, là, je me retrouve bloqué à l'étranger. Mais bien évidemment, je me dis que, bon, ben écoute, d'après ce qu'ils montrent, peut-être que c'est 1 mois, 2 mois, et après, ça va être réglé. Ouais, ça va durer quelques semaines. Ouf. Je suis resté bloqué, écoute-moi bien,
5 mois et demi à Djibouti. 5 mois et demi. En 5 D'accord. mois et demi, j'ai le temps justement de beaucoup réfléchir. Et finalement, certes, c'était difficile parce que déjà ma femme et mes enfants sont à Alger et moi à Djibouti, Bien sûr. mais ça a été un temps incroyable qui m'a permis de revoir mon modèle, mon business model, de transformer carrément mon business model. Et c'est là d'où est venue l'idée de créer Esprit Marketing tel qu'il est aujourd'hui, parce que tu te retrouves à Djibouti. À la base, tu n'étais pas supposé être là pour travailler, donc tu es obligé finalement d'être un peu résilient et surtout d'aider tes clients à distance. Et franchement, je les remercie déjà s'ils écoutent le podcast euh, de, de m'avoir réitéré leur confiance malgré la distance. Et je me retrouve tout simplement à découvrir la force de LinkedIn, la force du gross marketing. Et enfin, je redécouvre tout un monde, le monde digital, quoi, en fait. Parce qu'à comme je te le disais au début, donc je vendais des heures de travail et j'intervenais en entreprise, d'accord. Donc Ouais. j'allais en entreprise, je disais voilà, pour une journée de travail chez toi, tu me payes tant au mois, d'accord. Mais là D'accord. carrément, t'es pas là-bas. Comment tu vas faire? Eh ben, j'ai tout digitalisé. Le digital, mais là, Intégralement. Donc, ouais, tout, comment dire, tout ton business se digitalise. exactement, exactement. Et j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix parce que c'est soit j'arrête tout en Algérie et au risque de ne pas avoir de revenus, Ouais. même si c'est vrai, il y a eu des opportunités qui sont apparues à Djibouti, mais c'était pas ça le cœur de mon business, c'était pas le marché principal. D'accord. Soit je dis à mes clients, écoutez, on va travailler autrement. Vous me connaissez, vous avez confiance en moi, vous savez ce que je peux apporter. Continuons à travailler ensemble, mais à distance. Et je suis vraiment content. Et ils ont suivi. Et C'est génial. c'est Non, non, mais génial. ça c'est génial. Voilà, ça, comment dire, ouais, c'est l'une des forces que nous a donné le Covid. Mhm, Malheureusement. Bon, après, comment dire, il faut pas oublier les catastrophes que ça a générées et puis les morts que ça a donné, mais c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Et donc, je me retrouve à Djibouti. Après, qu'est-ce qui se passe 5 mois après, donc en août 2020, je réussis à quitter Djibouti via le Qatar et je me retrouve en France en espérant bénéficier d'un vol de rapatriement vers Alger, puisqu'il y avait des vols de rapatriement à cette époque-là. Et là, encore une fois, je me retrouve bloqué parce que ma résidence était expirée. Donc, je ne pouvais pas rentrer comme ça aussi facilement. Je devais demander un visa spécial, etc. Oh là là, je suis resté à Lille depuis. Donc là, ça fait depuis août 2020 que je suis à Lille. Et jusqu'à aujourd'hui, j'attends de trouver une solution. Là, ce qui est cool, c'est que le nouveau président, enfin le président Tebboune en Algérie a dit que c'est bon, nous allons réouvrir les frontières dès début juin. Donc là, j'attends j'ai cette vu réouverture avec impatience, quoi. comment dire, non, non, j'ai vu différents posts, notamment ton commentaire là-dessus qui disait ouais, comment dire, ouais, que l'Algérie allait réouvrir ses frontières théoriquement à partir du 1er juin. Mhm. D'accord. Et du coup, ouais, dans un premier temps, revenir en Algérie, puis si le retour en France un jour doit se faire, ouais, c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, c'est exactement ça. Ce n'est pas l'ordre du jour. Déjà, il faut que je reparte en Algérie, que je me réapproprie un peu ma vie, quoi, et que je me réinstalle avec ma Que famille, tu retrouves ta etc. famille. Voilà, que je règle les paperasses parce que tu sais, l'économie algérienne n'est pas encore digitalisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai encore énormément de paperasses à régler parce que j'étais absent, il y a des impôts, il y a pas mal de choses à régler, il y a des dérogations, il y a des demandes de... Bref, voilà, je passe sur tout ça, mais il y a beaucoup de travail qui m'attend, administratif. J'imagine. Et ben écoute, avant de te laisser, j'ai te poser une dernière question. Ouais. C'est comment dire, une personne qui souhaite entreprendre, qui souhaite quitter son pays et entreprendre, tu lui conseillerais quoi?
Quand tu dis, je le conseillerais quoi? C'est-à-dire la destination ou... Non, mais non, comment dire, c'est si tu avais un conseil à lui donner. Mais voilà, c'est comment dire, sur son intégration, sur l'adaptation de la culture, sur. Hmm. Ben, je donnerais 3 conseils. Premier conseil, franchement, on part dans un monde étranger, on part dans un autre univers, être humble. Être humble et apprendre. Limiter l'apprentissage. C'est-à-dire, on D'accord. apprend sur la culture, on apprend la langue, on apprend les codes de travail, on apprend les filons, on apprend, si tu veux, à nouer des relations. Parce que tu sais, les relations humaines en Algérie, la manière dont on fait des affaires, la manière dont on parle, la manière dont on lie des amitiés n'est pas la même qu'en France. D'accord? N'est pas la même qu'ailleurs. Donc, du coup, c'est une autre manière de travailler, c'est une autre manière de vivre. Donc, l'humilité et l'apprentissage, ça, c'est le premier point. Deuxième point, mais il faut apprendre à adapter, si tu veux, son expertise ou ses compétences au pays. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prends par exemple un pays comme l'Algérie, encore une fois, ben, tu es d'accord avec moi qu'économiquement parlant, c'est en deçà de la France ou de l'Allemagne ou des États-Unis, etc. Donc les besoins en marketing Ouais, sont bien différents. On se retrouve finalement à repartir dans le b.a.-ba du marketing. c'est Des clair. fois, tu arrives, c'est limite si tu parles, je sais pas moi, si tu es un extraterrestre, on ne te comprend pas. D'accord? Parce que ben, euh, le marketing, il était balbutiant. D'accord? Donc ça veut dire que, ok, imaginons que tu viens d'HEC, mais que tu te retrouves, je ne sais pas moi, au Guatemala. Ben, il est quasi certain qu'au Guatemala, tu ne vas pas faire du marketing comme tu fais à Paris ou à New York, quoi. D'accord? À un Donc, moment donné, oui, tu vas galérer. voilà. Et donc, du coup, il faudra adapter, pas forcément brader ou rabaisser son niveau, c'est en fait adapter tes connaissances, tes Mhm. compétences à la réalité du terrain. D'accord? Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, ben, c'est, je dirais, travailler effectivement sur sa marque, sur son branding. Parce que je pense que là où quelqu'un qui vient par exemple, ça dépend où tu vas aller en fait en réalité. Là, c'est vrai que je parle des pays en voie de développement, c'est là où je suis en fait. Donc après, ça dépend où tu vas aller. Mais quoi qu'il en soit, le branding, où que tu sois, te sera utile. Le fait de créer une marque, le fait de créer, si tu veux, un univers, ça va beaucoup aider parce que bah, tu vas gagner en visibilité, en expertise, en image, tu vas redorer ton image et tu vas valoriser tes compétences. Donc, je dirais ces 3 choses. D'accord. Non, non, je comprends. Non, mais en fait, ouais, ça va dans le sens où, en fait, ouais, c'est un état d'esprit, parce que c'est vraiment, Voilà, il y a différents points que tu retrouves chez plusieurs entrepreneurs. Mais voilà, c'est franchement le mindset et également, ben, ce mindset-là va t'aider aussi d'un point de vue financier, tu sais. Ça veut dire que tu vas aller dans un pays, ben, déjà tu sais pas comment on doit dépenser, tu sais pas combien tu vas être payé aussi. Attention, tu sais, tu arrives en Algérie, moi, tu sais, il y a des gars de la tech ou des startups qui ont essayé de m'approcher pour, si tu veux, me vendre leurs solutions. Mais moi, je leur dis clairement, j'ai dit, mais est-ce que vous savez quel est le salaire moyen en Algérie? Et de là, en fait, je leur fais comprendre que ne croyez pas que mon chiffre d'affaires est aussi grand que celui qui est à New York. c'est ça. Non, mais il n'y a aucune adaptation en termes de prix. Voilà. Donc, je lui ai dit, voilà, faut... Et c'est ça que aussi, la personne qui va aller ailleurs, il faut qu'elle sache que il y aura ça aussi. C'est-à-dire que la manière dont tu vas dépenser, la manière dont tu vas gagner de l'argent, etc. et tout, sera différent. On ne sera pas dans les mêmes ordres de grandeur. Dans certains pays, ce sera bien plus élevé qu'en France, c'est tout à fait possible. C'est Mais clair. dans d'autres pays, ça sera bien moindre. Et là, il faut se dire que il faut se serrer la ceinture, tout simplement. Pas se serrer la ceinture, mais s'adapter. En fait, c'est pas se serrer la ceinture, mais s'adapter. C'est une Parce que, question d'adaptation. C'est pour ça, moi, je rencontre des entrepreneurs et je vois des boîtes au Portugal qui ne fonctionnent pas parce qu'en fait, ce sont des prix français. ouais, ouais, mais alors ça, c'est que ça me fait rager. Halim, tu peux même pas le savoir. Je dis, mais t'es C'est fou, ça. quoi.
tu te trouves. Et on est en Algérie, on est au Guatemala, bref, on redescend sur Terre, quoi, tu vois. Non, mais je comprends tout à fait. Mm. Mais écoute, je te remercie, sincèrement, je te remercie du fond du cœur parce qu'il y a eu quelques ratés dans l'enregistrement. On s'est pas mal loupé. Et, du coup, écoute, ouais, je te remercie pour le temps que tu m'accordes. Euh, Ça devrait être en ligne très rapidement. D'accord. Je te remercie encore. Et en fait, écoute, merci pour le partage de l'aventure. Parce on n'avait pas encore eu de pays africains dans la vingtaine d'invités jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Et écoute, tu es le premier. Écoute, je te remercie encore profondément. Et je te dis à très vite. Ben, merci beaucoup à toi, Halim, et je te dis à très bientôt, ben, sur LinkedIn, très certainement. Oh, sûrement, ouais, il y a des chances. Comment dire, on a 2-3 points communs sur LinkedIn. Donc, Exact, exact, exact. Ah, ben, merci beaucoup. je t'en prie, à bientôt. Au Ciao. revoir. Ciao, ciao. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain. Au revoir.